Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du jeudi 3 mars 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc ce matin, on manque un peu de volatilité. On a quand même toujours un VIX qui avoisine les 30, donc certes de la volatilité, mais globalement peu d'amplitude, que ce soit sur les indices ou le Forex. Le sentiment finalement que les investisseurs attendent maintenant un peu un catalyseur. Peut-être les minutes de la BCE à 13h30. En attendant, hier, Powell a su rassurer quelque peu les marchés. Wall Street a fini quand même en nette hausse après que Powell a indiqué que la Banque centrale allait vraisemblablement relever ce mois-ci ses taux d'intérêt de manière moins importante que ne le craignaient les investisseurs. Bon, sans surprise, on l'avait déjà évoqué un peu avant dans le briefing des marchés avec plusieurs graphiques. On s'attendait très clairement pas à une hausse de 50 points de base, mais de 25 points de base comme convenu initialement il y a de ça 2 mois. Effectivement, le conflit en Ukraine a un peu changé les plans de la Fed. Donc, les commentaires de Powell ont contribué à apaiser les inquiétudes des investisseurs, alors que l'invasion russe de l'Ukraine a quand même bien secoué les marchés et continue encore d'agiter les places financières. Le président de la Fed a toutefois ajouté que l'institution serait prête à se montrer plus agressive par la suite si l'inflation n'évolue pas comme prévu, alors que les conséquences de la crise en Ukraine restent quand même assez imprévisibles. On fera le point dans la partie macro, et effectivement, quand on voit la flambée des prix de l'énergie et des métaux, euh, on pourrait se dire que l'inflation pourrait encore durer quelques mois. Donc, tout dépendra de comment va se résoudre ce conflit, mais là actuellement, on fera le point juste après, on a toujours une flambée des prix de l'énergie qui alimente forcément en parallèle l'inflation. Donc, le patron de la Fed s'est dit plutôt favorable à une hausse du taux directeur de 25 points de base, une option moins agressive que ne le craignaient certains, et désormais, les Fed Funds et les traders évaluent à 95% la probabilité que la Fed procède en mars à une hausse de 25 points de base. Donc, un tour de vis moins agressif que prévu au vu du contexte géopolitique. Toutefois, n'oublions pas que c'est l'inflation qui va derrière driver la politique monétaire de la Fed. En tout cas, le resserrement de politique monétaire avec la réduction qui devrait venir, en tout cas la réduction du bilan de la Fed. Ce matin, en Europe, bon, légère baisse en début de séance, tandis que la hausse des cours du brut s'accélère très nettement avec le conflit en Ukraine. Donc, comme je vous le disais, la hausse des cours pétroliers s'accentue et provoque de fortes inquiétudes sur l'approvisionnement en énergie en provenance de Russie. Qui est quand même un des plus gros producteurs et par conséquent pourrait avoir, comme je vous le disais, un impact clair et net sur la croissance en zone euro et aussi sur l'inflation. Derrière, on a les agences de notation Fitch et Moody's qui ont abaissé leur note souveraine de la Russie de 6 crans, les faisant passer en catégorie junk. Donc, quand on parle de junk bond, c'est en catégorie obligation pourrie, très clairement. Enfin, les investisseurs ont pris connaissance de la matinée des résultats définitifs des enquêtes PMI européens pour le mois de février, qui sont ressortis en dessous des attentes. Rien de grave, toujours au-dessus de 50, ce qui montre qu'on n'a toujours pas de contraction de l'activité, mais des chiffres qui notent en tout cas un léger ralentissement de l'activité. Enfin, principal catalyseur de la semaine, enfin de la journée plutôt, le principal catalyseur de la semaine, c'est demain avec le NFP. Là, on attend la publication des minutes de la Banque centrale européenne prévue à 13h30. Bon, à voir ce que va dire Christine Lagarde. En tout cas, on n'attend pas de grandes annonces, mais c'est l'un des événements marquants de la journée.
En revanche, tous les regards seront braqués demain sur le rapport mensuel de l'emploi américain prévu à 14h30. Faisons un point sur la production mondiale des métaux précieux, enfin des métaux tout simplement. Et ici, je force de constater que la Russie a quand même des parts importantes dans la production mondiale, que ce soit le palladium, le platinium, le nickel et même le cuivre, Dr Copper. Donc là, pareil, tout dépendra en fait des sanctions, mais si les sanctions sont fortes, eh bien, comme je vous le disais, il y a des inquiétudes sur l'approvisionnement en énergie et aussi sur les métaux qui sont utiles à la production. Et globalement, si vous regardez vos graphiques, vous pouvez voir que le palladium s'envole, le copper reprend de la hauteur, il s'était déjà envolé avec la crise du Covid. Là, on consolide dans un énorme fanion sur le copper. Si on a une sortie par le haut, on pourra avoir une forte accélération. Donc, pareil, à voir comment évoluent ces tensions et ce conflit géopolitique. Mais la Russie a quand même des parts importantes dans la production mondiale. Et donc, par conséquent, attention si on devrait de nouveau vivre des pénuries. On aurait encore une fois des goulots d'étranglement et par conséquent, ça aura aussi un impact sur l'inflation en zone euro, mais aussi un peu partout dans le monde. Effectivement, quand on voit un peu la répartition, en tout cas les parts de la Russie dans la répartition mondiale, donc quand même 42, 12, 9%, ce n'est pas rien. Et en fait, cela se traduit derrière sur l'indice Bloomberg Commodities, donc l'indice Bloomberg des matières premières, qui s'apprête, donc en fait, ce n'est pas l'indice exactement, mais ici, c'est les performances de l'indice chaque semaine. Et en fait, cet indice, qui évolue sur des niveaux historiques, tout de même, s'apprête à connaître sa meilleure semaine depuis septembre 1974. Donc, il faut quand même remonter assez loin pour connaître une envolée aussi fulgurante des matières premières. Et la guerre en Ukraine et les sanctions imposées à la Russie pour son agression, suscitant justement des craintes de pénurie d'énergie, de céréales et de métaux. Donc, on pourra avoir derrière un effet un peu ricochet, pénurie, des goulots d'étranglement. On a les prix des céréales qui commencent à flamber, notamment le blé. Donc derrière, impact forcément sur le pouvoir d'achat des consommateurs et pénurie d'énergie, donc hausse des prix de l'énergie, le prix du gaz en Allemagne a explosé et par conséquent, qui dit hausse des métaux, des céréales et de l'énergie, eh bien, ce beau cocktail, en tout cas, risque de favoriser l'inflation. Et par conséquent, comme le disait Jérôme Powell, en tout cas, comme je vous le disais en introduction, effectivement, actuellement, on tente de rassurer les marchés en disant on ne va pas vous mettre 50 points de base dans les dents parce que ça risque d'être de tanguer, d'être difficile pour vous. Mais si le conflit est amené à durer et que tous ces événements-là qu'on vient de voir avec les prix de l'énergie, les céréales et les métaux flambent, eh bien, Jérôme Powell avait quand même indiqué qu'il devra se montrer plus agressif par la suite si l'inflation n'évolue pas comme prévu. Et en tout cas, tout porte à croire que pour l'instant, l'inflation ne devrait pas évoluer comme prévu et que ce conflit, tout dépend s'il est vite résolu ou pas, mais risque d'alimenter encore plus l'inflation. Donc très clairement, à court terme, des marchés focus sur le conflit en Ukraine, mais gardez bien en tête que l'un des thèmes clés de l'année reste l'inflation pour les investisseurs. Passons à la partie technique. Donc vous voyez ici très clairement le palladium. La Russie a des parts importantes dans le palladium. Effectivement, depuis le début de la crise, on a une grosse envolée du palladium, forcément, car crainte de pénurie. Pareil, je regardais aussi ce matin le copper très rapidement. Donc déjà là, avec la reprise Covid, on avait eu
un magnifique double creux, validé ici en 2020. Derrière, on s'était envolé, objectif atteint. Et là, je note une grosse consolidation dans un fanion. On est à 2 doigts de pulvériser les anciens plus hauts de 2011. Donc là, pareil, si on sortirait par le haut de ce canal, de ce fanion, pardon, on pourrait encore avoir une accélération nette du cuivre dans les semaines à venir. Donc, parenthèse, je referme la parenthèse sur les métaux. Et maintenant, direction notre indice national, le bon vieux CAC 40, qui se stabilise toujours sur ce beau niveau de support, près de la borne basse de son canal. Bon, assez timide ce matin, je trouve, les indices. On n'a pas de flux, il n'y a pas d'action. Bon, l'idéal, ce serait de nouveau chercher des achats proches des 6400 points, 6415. Mais là, actuellement, le marché est vraiment léthargique, je trouve. Autant on a eu un beau rebond hier. On est allé chercher quand même des petits niveaux intéressants. Voyons voir si je mets l'Ishimoku. Bon, on a à peine bloqué sur notre Tenkan. Je le voyais, le rebond un peu plus conséquent, aller chercher les 6570. C'était l'objectif un peu que je visais hier. Je me disais, bon, on a un objectif intéressant à venir chercher, on a un rebond. Là, on est repassé sous la Tenkan. Bon, très honnêtement, je trouve qu'on se situe un peu au milieu du désert, un peu au milieu de nulle part. C'est pas un niveau de prix qui m'intéresse. L'idéal, ce serait un retour sur la zone basse mensuelle. Voilà, les 6415, pour de nouveau tenter des achats. Donc là, si on pouvait retomber par ici, pourquoi pas tenter sur cette très belle zone de polarité. 6400, 6415 couplé à la borne basse du canal, de nouveau des achats avec un stop loss vers les 6380. Donc, si vous avez un beau signal horaire 15 minutes, donc des signaux à mettre à profit sur ce niveau de support. En attendant, ici, plutôt neutre, je trouve que payer là, c'est un peu tard. Peut-être que certains ont payé ici. Enfin, sur le début du rebond hier, dans ce cas-là, mettez votre stop loss à break-even et espérez aller chercher les 6570. Et au mieux, ce serait la Tenkan. Mais pour l'instant, je trouve que le marché est assez fébrile ce matin. Peu de visibilité, je ne suis pas convaincu du rebond non plus. Bon, on a du mal à aller chercher notre MM50. C'est globalement mou. Voilà, donc avec si peu de volatilité sur les indices, je préfère attendre un retour sur mes grosses zones mensuelles pour tenter encore une fois des achats pour jouer un rebond plus conséquent derrière. Le DAX, pareil, le DAX c'est pas évident, le rebond est assez fébrile, autant l'avalement horaire ici hier bon, a permis de stabiliser les prix, mais encore une fois, je trouve qu'on n'est pas dans une zone pertinente pour les retardataires. Je pense qu'il va de nouveau falloir travailler la zone mensuelle hebdomadaire. Donc, pareil, si l'indice est amené à retomber un peu plus bas, 13 710, 13 800, de nouveau payer, chercher des achats et travailler cette zone en intraday. Voilà le plan. Il a toujours été le même cette semaine. Mais là, en intraday, vous voyez, on est venu taper la semaine dernière une première fois, beau rebond. Hier, pareil, beau rebond. Bon, difficile de vous parler d'un mouvement swing. J'aimerais bien, en tout cas, donc à travailler plusieurs fois. Peut-être qu'il va falloir prendre plusieurs lots, en tout cas, sur le DAX, plusieurs positions pour travailler en intraday, prendre des bénéfices, garder un petit lot dans l'espoir d'avoir un rebond derrière un peu plus conséquent. En tout cas, on a une belle zone mensuelle hebdomadaire qui fonctionne plutôt bien, à mettre à profit toujours 13 800, 13 700, 730, c'est une zone assez large, mais c'est une zone mensuelle. Et tant qu'elle ne casse pas, j'estime qu'il faut continuer à chercher des achats sur repli pour viser la deuxième zone qui est au-dessus. Donc là, ça peut quand même donner 200 points dans un marché intraday. C'est plutôt convenable. Après, si on casse cette zone, effectivement, j'envisage un mouvement un peu plus gros pour aller chercher 14 004, à peu près à ce niveau-là. Mais malheureusement, vous voyez qu'ici, c'est notre zone intermédiaire. On n'arrive pas à la casser en clôture 4 heures. Donc, tant que ça ne casse pas, on cherche des achats par ici, un stop loss sous les plus bas. On vise notre zone. Si elle casse, tant mieux. On visera un peu plus haut, dans l'espoir d'avoir
un double creux derrière. Le Dow Jones, on a fait la borne basse, on refait la borne haute. Voilà, on a le range de la semaine sur le Dow Jones, rien n'a changé. Le plan, c'est toujours le même, c'est notre range 4 heures, achat en bas, vente en haut. On est en haut maintenant, à voir à l'ouverture ce que ça va donner. On fait le yo-yo. Voilà, pour moi, on fait le yo-yo. On a fait un gros rebond, on est retombé, on est remonté. On a un range de consolidation. Donc là, très clairement, capé par ce bas de range ici avec notre Kijun. Là, pour moi, comme je vous le disais toute la semaine, allons directement sur les futurs. Au moins, c'est clair. Mais c'est travailler le range, encore une fois. Là, on a notre Kijun qui se met à plat. Depuis vendredi, c'est assez clair les niveaux où intervenir sur le Dow Jones pour se prendre quand même des belles hausses ou des belles baisses de 800 points. Voilà les seuils techniques, selon moi, où il faut intervenir. Donc là, encore une fois, j'attendrai l'ouverture à 15h30, mais on est sous la borne haute. En tout cas, on évolue sous la borne. J'ai enlevé l'Ichimoku parce que ça surcharge et on n'en a pas besoin dans une phase de trading range, de toute façon, de l'Ichimoku. Voilà. Donc, on a notre zone verte identifiée depuis maintenant des mois, la zone basse ici, qui est plutôt large, et, excusez-moi, ping-pong à effectuer entre les deux bornes sur signal. Donc là, on avait un bel avalement, là, on se stabilise dans un micro-range 15 minutes. Voilà. Donc, potentiellement un double creux. Là, on a un micro-range 15 minutes dans lequel on évolue juste ici. Bon. Si on sort par le bas, pourquoi pas tenter une vente. En haut, on devrait retomber sur la zone haute et donc chercher un signal vendeur. Si on casse par le haut, qu'on a une bougie flux, bien évidemment, on arrête totalement les ventes et on cherche uniquement des achats pour reconquérir 34 390 et 34 700. Mais pour l'heure, phase de trading range, si gros signal baissier, avalement 4 heures, break baissier horaire, eh bien, position vendeuse, stop loss au-dessus des plus hauts, TP1, TP2, on garde un reliquat, si ça casse, on visera plus bas, sinon on coupe tout, on surveillera de nouveau un chandelier de retournement en bas et on continuera de travailler ce range, voilà, ce ping-pong entre les deux bornes dans l'attente d'avoir une rupture des deux bornes. Auquel cas, on se positionnera soit à l'achat, soit à la vente derrière pour accompagner le prochain mouvement directionnel. L'euro-dollar sorti par le bas de son range, c'est fébrile, c'est franchement fébrile. L'euro est fébrile un peu de partout, de toute façon, là je regardais. L'euro GBP me plaît beaucoup. Bon, si certains veulent tenter des ventes, pourquoi pas, je suis pas contre, effectivement. Ce qui me dérange, c'est le support qui est juste en dessous, mais on est sorti par le bas du range en fait. Donc là, l'idéal serait d'aller chercher les indices. Bon, j'ai envie de voir la bougie mensuelle. Ok, hebdomadaire. En hebdo. Ouais, on a un petit seuil, effectivement. On a un petit seuil à 1,1075. Ça reste un gros niveau, les 1,1075. Mais là, je trouve que ça se dégrade. Ça se dégrade. Plutôt un biais baissier quand même sur l'euro-dollar. Ce qui m'embête, c'est de proposer une stratégie à la vente avant le NFP demain et de me dire qu'avec le peu de volatilité, on n'aura pas suffisamment de marge, à mon avis, et qu'il faudra couper le trade parce qu'on sera en mode casino juste avant le NFP demain à 14h30. Voilà ce qui m'embête sur cette paire, en fait. C'est que oui, j'ai plutôt un biais baissier, oui, on casse la borne de base du range, pourquoi pas tenter une vente, mais donc l'idéal, ce serait en fait d'avoir un pullback, et d'avoir un peu, si ça rechute, au moins on a une marge de manœuvre pour demain. Si on perd 30-40 pips, au moins on met le stop ABE, et comme ça demain en fait on est fixé avec le NFP si c'est un bear trap ou si on va accélérer à la baisse.
Mais effectivement, on n'aurait pas le NFP, j'aurais peut-être moins hésité. Mais quand je vois là cette cassure, l'avalement qui vient de faire un pullback, finalement ça retombe. Je suis pas emballé pour être acheteur très clairement. Mais bon, j'aimerais bien en fait un retour ici. L'idéal, ce serait un retour sur ce niveau-là. Tenter une vente. Et si ça peut retomber, au moins on a une avance de 25-50 pips pour demain. Voilà le plan pour moi idéal pour tenter une vente. Attendre de nouveau un pullback. Stop loss un peu plus haut. Pas de gros levier parce qu'il y a le NFP demain. Et protéger rapidement si on a 15-30 pips à peine pour demain et de se dire bon bah espérons qu'on accélère à la baisse, auquel cas c'est indice que je vise directement. L'euro GBP c'est pareil, c'était un des plans de l'année que je surveillais. On est en train de casser les 0,83. Là pour le coup pas de précipitation, je vais attendre la clôture hebdomadaire. Pour rappel, hein, le fameux range annuel dans lequel on évolue depuis, le fameux range annuel dans lequel on évolue depuis 2016, il est en train d'être cassé par le bas. Donc là, pareil, l'idée c'est d'éviter de se prendre un bear trap. Donc j'attends la clôture hebdo, si elle est confirmée, dans tous les cas, il y aura un pullback sur ce niveau. On parle d'un niveau de support annuel. Je suis convaincu qu'on aura un pullback sur ce niveau. Donc pas de précipitation, effectivement, je note la cassure. En tout cas, hier, on a effectué une cassure sous les 0,83. Belle bougie. C'était la première fois qu'on clôturait sous ce niveau. Avant, c'était que de la mèche. Là, que de la mèche. Là, que de la mèche. Et allons voir ici. Vous voyez, à chaque fois, que de la mèche. Donc là, on a eu une clôture pour la première fois depuis 4 ans, même 5 ans, sous les 0,83. Donc, premier signal de dégradation. Et effectivement, si certains veulent tenter une vente maintenant, pourquoi pas. Moi, j'attends la clôture hebdomadaire tout de même. Et parce que je sais qu'on aura un pullback. L'idée après serait de placer un stop loss en fait assez large tout de même, par ici. Et viser une grosse accélération baissière de l'euro. Donc voilà le plan. J'attends la clôture hebdomadaire pour me dire attention, il y a de la vol, qu'on ne se prenne pas un bear trap. Si en hebdo on clôture ici, c'est invalidé. Et j'aurais même envie de payer derrière, d'être à l'achat en me disant on a sorti tous les vendeurs, on reclôture au-dessus, payons. Voilà le plan. Donc, si on a daily, clôture en dessous, hebdo, clôture en dessous, là je me dis bon, en tout cas, signe que les vendeurs prennent vraiment l'ascendant. Dans ce cas-là, on attendra le pullback pour vendre, placer un stop loss assez large. Voilà le piège qu'on pourrait avoir. Voilà. Un peu ce canal ici, vous voyez, on évolue dans un canal, on fait le bas du canal. Voilà pourquoi j'ai pas envie d'être vendeur. Tout de suite, j'aimerais que ça casse en fait. Pas envie de me prendre un bear trap et au final on remonte et on sort tous les vendeurs. Donc patience, pas de précipitation en tout cas. Attendons la clôture hebdomadaire. L'AUD, USD, pareil, je l'attends toujours. On n'est pas venu encore taper ma MM200 et mon oblique. Donc effectivement, on a eu la sortie par le haut du range qui nous confirme un double creux. Pour autant, je vous ai dit attention, ne soyez pas acheteur maintenant. On a l'oblique et la MM200 au-dessus de la tête. Risque de bull trap. On attendra, pareil que sur le GBP, la cassure. Si ça casse, c'est pas grave, on aura un pullback. Confirmation sur pullback, on paye, stop loss en dessous et on jouera ce double creux. Pour l'instant, piège. Pour moi, on est toujours dans une phase de piège. Donc,
ce double creux, je ne le valide pas tout de suite. Bien au contraire, là, je guette le moindre signal baissier pour me dire bull trap, on vend, TP1, TP2. Voilà le plan. Donc là, il ne manque pas grand-chose, toujours pas de signal. Pour les plus expérimentés, si vous voyez qu'on touche la MM 200 et l'oblique, on n'est pas venu la chercher, et bien sur un signal horaire, vous pouvez tenter le trade. Le stop loss est vraiment pas cher en fait. Le stop loss c'est juste au-dessus, donc pas cher du tout. Tentez le trade et on sera amené à renforcer si on réintègre ce range. Pour l'instant, neutre. On est au-dessus, on n'a pas cassé la résistance. Est-ce que vous voyez un chemin de retournement horaire? Non. En daily, non plus. En données 4 heures, non plus. Donc, rien à faire, juste sous surveillance. Si on casse, ok, on validera le double creux. Pour l'instant, je garde toujours en tête un biais vendeur sur cette paire. Mais sur signal. Donc, j'ai pas de signal, je n'enverrai pas le trade. Pareil, avec le NFP demain, ça pourrait faire bouger les choses à mon avis. Le gold. Bon, le gold, rien à dire. On continue de grimper. Que dire de plus sur le gold en fait, à part qu'on a fait de la gestion de position tout le long depuis bientôt 2 semaines maintenant. Le stop loss est ici. J'ai rien d'autre à ajouter sur le gold finalement. Les retardataires ont peut-être tenté un achat ici sur le pullback. Pourquoi pas? Effectivement, ce n'était pas interdit. Première fois qu'on casse les 1910. On a effectué le pullback. On est toujours soutenu par notre Tenkan. Visons les 1960. Voilà, 1960 et on remontera encore le stop. Mais pour l'instant, c'est haussier. On a une belle droite, une trendline qui cadre notre hausse. Rien à dire de plus à part remonter les stops pour celles et ceux qui ont eu du flair, ont payé suffisamment tôt ici et qui sont encore dans le trade, en tout cas je l'espère, et qui ont gardé un reliquat, qui ont pris des bénéfices, mais qui ont su garder un reliquat en se disant les métaux précieux, on le vend en poupe, comme les matières premières, et le conflit en Ukraine pour l'instant n'est pas prêt de s'apaiser tout de suite. Par conséquent, les métaux précieux pourraient continuer leur ascension peut-être un peu plus haut et aller chercher le seuil psychologique des 2000 $. Donc, oblique, stop loss ici, on remonte en stop win et visons de nouveau les 1960 et si possible les fameux 2000 $. Le Brent en mode fusée. Là, on est venu taper, ça y est, la zone haute. Ça peut être tentant. Je peux le comprendre ici avec ce doji qu'on est en train de former. On est quand même en pleine accélération haussière, 115. Une vente, c'est tentant, effectivement. On est venu taper notre zone. Voilà, on est en plein dedans. On est en plein dans la zone. Je vous disais que c'était un niveau où je serais intéressé pour tenter d'envoyer une vente. À vous de voir maintenant si vous avez envie. Effectivement, quand je vois la mèche haute, l'avalement baissier 4 heures sur la zone, ça peut être tentant. Ça peut être tentant avec un stop loss pour le coup ici et viser là. Voilà, donc là on a fait ma zone. C'est risqué, vu le contexte, vu l'ascension fulgurante, mais si certains veulent tenter une vente, après avoir dit que je ne participais pas à voilà, que je ne proposerais pas de trade correctif quand je voyais l'ascension et le contexte, effectivement, ici, après 15 $ de hausse en pure ligne droite, je serais tenté d'envoyer un trade, mais alors avec une toute petite exposition, une faible gestion du risque. Voilà. Donc là, effectivement, quand je vois l'avalement 4 heures, j'ai bien envie de vendre, placer un stop loss ici, viser 112 et pourquoi pas un peu plus bas, mais à protéger très très rapidement, très peu de levier, très faible exposition, parce qu'on est totalement à contre-courant et là on est vraiment dans l'optique d'attraper un point haut. Et dites-vous bien une chose, c'est que le point haut, vous ne l'aurez jamais. Là, on est sur une zone mensuelle, ça se tente, elle casse,
je laisse totalement tomber. J'attendrai bien plus haut, voire les 130 $. Là, c'est la zone que je vous parle depuis des semaines et des semaines. Ici, elle est faite. Chandelier 4 heures, baissier, pourquoi pas tenter, mais seul et uniquement. Si ça passe pas, on laisse tomber. Le flux est trop impressionnant, trop haussier. Néanmoins, voilà, on est sur un niveau. Je peux comprendre celles et ceux qui ont envie de tenter quelque chose sur ce niveau. En tout cas, il ne fallait pas tenter ici, il ne fallait pas tenter là. Maintenant, c'est une zone mensuelle. Ça se tente. Comme sur le WTI, mais seulement qu'on est en train de la pulvériser, sauf si on fait une grosse mèche et qu'on clôture sous les 106. Et là, quand je vois pareil qu'on est en train de pulvériser ma zone, je suis pas très à l'aise. Voilà pourquoi autant le Brent, effectivement, j'ai envie, mais le WTI, là, on va pulvériser la zone, on est au-dessus. Donc à vous de voir, soyez prudents. En tout cas, sur le WTI, j'ai pas envie d'être vendeur. Je trouve qu'on est au-dessus de la zone, on l'a pulvérisé hier. Faites attention, certains veulent tenter sur le Brent, encore une fois, petit levier, gestion du risque, faible exposition. Les règles d'or en termes de forte volatilité et surtout à contre-courant, en fait, on est totalement à contre-courant. Mais la zone mensuelle est belle, je le reconnais. Voilà. Mais derrière, vu le contexte, effectivement, si les tensions s'intensifient, on peut monter à 120, 130. C'est pas interdit, dites-vous ça. En tout cas, il ne faut pas se dire c'est trop haut, le pétrole doit chuter, on est trop haut. Ouais. Non, effectivement, on était à 0, on est à 120, tout est possible, on peut monter à 130, 140. Mais il ne faut vraiment pas avoir de biais en se disant ouais, c'est trop haut, c'est d'un grand délire. Bien au contraire, vu le contexte, ça me fait penser un peu comme ici. Voilà. On était monté en flèche en ligne droite. On peut très bien recommencer ce même scénario au vu du conflit ukrainien. Voilà pourquoi, à contre-tendance, je le répète encore une fois, je continue de marteler ce principe, mais faible exposition, faible levier et adaptez votre gestion du risque. Les cryptos, Bitcoin, fébrile. Bon, rien n'a changé finalement, on est toujours sur ce haut de range et on attend patiemment. Voilà, on attend patiemment la cassure de notre zone à 45 500. 45 500, 45 800. Voilà, on a un niveau, il est clair et net si on prend les petites mèches ici et la mèche haute. Bon, là, j'ai mis ma grosse zone. Mais pareil, il y a de la volatilité sur les marchés, il faut même élargir les zones. Pour moi, elle est ici. Et tac, 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 avant de casser. Bon, le plan reste le même. Au-dessus de 45 800, je suis acheteur. Pour viser objectif théorique, on aura des objectifs intermédiaires, bien évidemment, mais un objectif théorique à 53 250, avec un stop loss, comme je vous le disais, sous la MM200, en cas de cassure, acheteur, et sinon, l'hypothèse d'une stratégie de trading range. Donc, pour l'instant, je note pas de changement de retournement. En données 4 heures, on a une divergence sur Tenkan qui... Ouais, non, elle est limite en fait. Elle est limite notre divergence, étant donné que la divergence, c'est quand vous avez une Kijun et une Tenkan. Vous voyez, Kijun se met à plat, Tenkan suit, mais très loin. Élargissement assez important, mais cet élargissement est plus large que le nuage. Là, on parle de divergence et généralement, les prix sont attirés vers la Kijun. Là, actuellement, je pense que c'est kiff-kiff. Donc, pas sûr qu'on ait une divergence Tenkan-Kijun. Bon, on est dans le range. Pas de changer de retournement toujours, mais pas de raison de payer en fait. Sous une résistance, on attendra les 45 000, on placera son stop ici, sous la MM50, sous la Kijun, on a une très belle zone pour viser un peu plus haut, 48 000, 50 000, 53 000. Celles et ceux qui veulent vendre le BTC, bien sûr, c'est pas interdit de vendre le BTC.
étant donné qu'on est baissier en daily, maintenant on consolide dans un range. Bon, il faudrait un gros signal baissier horaire, daily, pardon, pour de nouveau vendre. Viser TP1 et TP2, ce serait retour sur la borne basse de notre range couplé à la borne basse de notre canal de long terme. L'Ethereum, finalement, c'est la même chose. C'est léthargique hein, sur les cryptos depuis le début de la semaine. Finalement, on a 0 vol. On tient les niveaux de support où on bloque sous résistance. Donc pour l'Ethereum, pour le coup, lui, il est un peu en retard. Il tient son niveau de support. Bon, c'est une bonne chose. J'aimerais qu'il arrive à rallier la borne haute de son range, tandis que le BTC, lui, il bloque sous résistance depuis le début de la semaine. Donc là, rien à signaler, à part celles et ceux qui ont payé ici. Dans ce cas-là, soyez, remontez votre stop et attendez que le marché se décide enfin. Voilà. Donc l'idéal, 3250. Pour vous, celles et ceux qui ont payé là, je me souvenais plus, j'arrive plus à me souvenir si on avait mis un trade en place ici ou pas. En tout cas, stop loss à break-even si c'est le cas. On attend les 3250. Et pour celles et ceux qui cherchent à rentrer sur le marché, eh bien, je vous conseille d'attendre la cassure des 3250. Pour pareil, même constat que sur le BTC, jouer ce fameux double creux, un peu comme on a eu ici, qui permettrait enfin une reprise haussière. Bon, un scénario de triangle, sinon de consolidation, bon, à voir, on manque, hein, il faudra un historique de prix un peu plus long. Pour l'instant, je mets dans la catégorie range, étant donné que pour avoir checké pas mal de cryptos, que ce soit Solana, bref, pas mal d'autres cryptos, on a exactement la même configuration, ce fameux double creux, voire range. Beaucoup de cryptos sont dans cette phase-là, donc après, il reste à savoir encore si on est dans une phase d'accumulation, auquel cas on aura une sortie par le haut, ou stabilisation dans une tendance baissière. Et là, risque de dégringolade si sortie par le bas. En tout cas, pour l'heure, wait and see, j'ai envie de dire. Rien à faire sur les cryptos si vous n'êtes pas positionné sur les gros niveaux clés. Voilà, attendons un peu plus de visibilité, des cassures de résistance, notamment sur le BTC, qui derrière pourrait prendre l'initiative et par conséquent effectuer, en tout cas on pourrait avoir un rattrapage si le BTC prend l'initiative, derrière avoir un rattrapage sur les altcoins et notamment l'Ethereum pour reconquérir ses résistances. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents sur les marchés et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.